Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'en connais une pour qui ça va bien aujourd'hui. Elle a 72 ans aujourd'hui. Oui! Alors, je pourrais vous parler de ma skincare. Si vous voulez avoir l'air 25 ans plus jeune, 30 ans même plus jeune. Voilà, parce qu'habituellement, on s'amuse. Quand les gens sont plus vieux, on s'amuse à prendre leur chiffre. Bonjour, Cybèle Olivier. Bonjour. On prend leur âge, puis on l'inverse. Tu sais, mettons, t'as 95 ans, on dit « Ah, tu les fais pas, t'es 59 ans. » Mais toi, tu as 27 ans aujourd'hui même. Donc, c'est pour ça que je m'amuse à dire que t'en as 72. Joyeux anniversaire, Cybèle. J'ai pas de cadeau pour toi aujourd'hui, Maudit mais ça cheap. s'en vient bientôt. Et tu me faisais la liste de tous les cadeaux que Benoît t'a fait. Est-ce qu'on a le droit de le dire en nombre, tout ce qu'il t'a offert? Non. Non. OK. On va il regarder t'a ça offert, personnel. mais il t'a offert 3 affaires. Fait que là, moi, je me dis, tu passes 3 heures avec lui, parce que son émission fait 3 heures. Moi, tu passes juste 1 heure avec moi. Donc, je peux prendre ce que Benoît t'a offert, le diviser par 3. Oui. Puis ça va être correct comme cadeau? Ben, certainement, mais là, je trouve ça bête que tu sois pas préparé pour aujourd'hui. Tu sais, c'est aujourd'hui, c'est une fois par année. Fait là, demain, ça a encore la même signification? Mais c'est l'intention qui compte. C'est vrai que c'est l'intention Puis qui deuxièmement, compte. ça fait 2 fois en 2 semaines que je t'invite à manger au restaurant avec alcool à volonté. Fait que de quoi tu te plains exactement? Ben, je me plains pas, me Ah, laisse ça faire. se plaint tout le Ah, temps. tu me les as les donnés petits d'avance. jeunes. Ah, Regarde mon les Dieu. petits lapins, génération Si de jeune, je petits suis plus vieille lapins. que toi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. À 72 ans, c'est certain. Alors, joyeux anniversaire, Cybèle. Merci, C'est un plaisir Sophie. de te côtoyer comme chroniqueuse. Tu as été dans notre émission comme vraiment je sais pas trop quoi en ce moment. Comme folle de la reine. Folle de la reine en ce moment. Je sais pas Responsable des qui est auditeurs. folle et qui est la reine. Porte-voix des Porte-voix auditeurs, des auditeurs, pour des l'émission de auditrices. Et je pense qu'on peut dire amie aussi. Donc, c'est absolument un merci plaisir de te côtoyer. Joyeux de m'appeler anniversaire, ainsi. Cybèle. Merci. Bon, c'est correct, là? C'est fait, parfait. là? Ouf, rentrer dans le cœur de l'émission. Tabarouette, c'est fait. Bon, tout le monde est content. On en est débarrassé. Ben non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est parce que je voulais que ce soit fait. Parce que sinon, si je le fais pas en début d'émission, je vais l'oublier. Tu sais comment je suis? Bon. Eh là là. Bon, on va commencer l'émission avec... D'abord, plus tard dans l'émission, on va parler d'un film extrêmement important. Moi, je suis pas quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au sport, mais il y a des personnages qui sont tellement plus grands que leur sport, des personnages qui deviennent mythiques, et c'est le cas de Maurice Richard. Et il y a un film qui sort très bientôt, un documentaire sur Maurice Richard. C'est exceptionnel. Donc, on va recevoir dans quelques instants Serge Giguère. Mais d'abord, je voulais absolument parler avec Ingrid Falaise. Vous la connaissez bien sûr comme comédienne, comme animatrice, comme auteure, comme conférencière. Bonjour Ingrid. Salut Sophie, merci de me recevoir. Ben, écoute, c'est tout à fait normal. Moi, je te suis sur Instagram et habituellement, je suis habituée que tu nous parles de tes projets. Tu dis, bon, je suis en train d'écrire un livre, je fais ci, je fais ça. Et là, au cours des dernières heures, c'est beaucoup plus émotif, c'est beaucoup plus personnel, beaucoup plus intime. On t'a vu te faire tatouer des cœurs avec tes 2 sœurs. Donc, je te laisse nous expliquer dans quel contexte et pourquoi. Puis, je te sens déjà très émotive, donc je te laisse parler. Ben c'est sûr, je m'attendais pas à faire une entrevue radio avec toi aujourd'hui, mais pour nous c'était super important hier d'immortaliser ce moment-là et de briser en fait le silence publiquement sur ce qui s'en vient pour ma petite sœur. On est une famille très très tricotée, serrée. Il n'y a pas de moyen d'annoncer un cancer publiquement. Ma petite sœur a 39 ans. Elle a 2 jeunes enfants, mes neveux qui ont 6 ans et 3 ans.
Et au mois de janvier, elle a senti une bosse sur son sein. Et faut savoir que les mammographies au Québec, c'est à 50 ans. Oui. Elle a 39 ans. Et de plus en plus jeunes, les femmes se font diagnostiquer et tard aussi. Et les mammos sont pas obligatoires avant 50 ans, mais pourtant, on entend des histoires de jeunes femmes de 25 ans, de 39 ans, de 35 ans qui vont être atteintes du cancer du sein. Donc, ma sœur, ça faisait 3 ans qu'elle avait ce cancer-là à l'intérieur d'elle, puis on le savait pas, jusqu'à temps qu'une bosse surgisse et qu'elle la sente. Et de cette façon-là, elle a pu entamer un processus d'aller voir son médecin, de passer une mammographie enfin, et là, une biopsie, une autre biopsie, parce qu'il y avait un ganglion aussi qui était atypique, qui était anormal. Et le verdict est tombé récemment. Donc, elle a un cancer du sein stade 3 qui est agressif. Et elle s'en va pour faire 5 mois de chimiothérapie, suivi de radiothérapie et ablation probablement d'un sein. Donc, vous comprenez, là, je suis très, très émotive, mais vous comprenez que c'est ma famille, c'est ma petite sœur. Et c'est nous, les femmes, et je crois fortement qu'il faut qu'il y ait un changement avec cette crudescence-là de diagnostic de cancer. On a vu mon amie Geneviève Evrel également. J'ai une autre amie, Evelyne, qui combat actuellement et qui se guérit actuellement du cancer du sein. Mais je crois qu'il faut changer notre façon de penser, puis changer aussi l'âge des mammographies à beaucoup plus jeunes avec la tendance qu'on voit. Alors, hier, avec mes sœurs, on est un trio. On est allé se faire tatouer des cœurs. On a chacun notre endroit. Hein, vous le voyez ici, pour souligner à quel point qu'on est un village pour ma sœur, un rock, puis qu'on va traverser ça tout le monde ensemble. Parce que oui, ça prend un village pour affronter, pour vivre ce qui s'en vient. Puis on est son bouclier. Et je pense que c'était, on a besoin d'un village aussi, un village de mots d'amour puis de support à son égard, puis on avait envie de partager ce moment-là. Voilà. Alors, je porte du rose fièrement. Et c'est un combat qui s'entame, ça s'en vient. Là, demain, je vais à l'hôpital avec elle, au CHUM, c'est là qu'elle va être traitée. Ils sont extraordinaires, ils l'ont pris en charge très, très, très rapidement. Dr Barry, Dr Younan. Donc, demain, on rencontre l'équipe de chimiothérapie c'est dans 2 semaines ensuite que vont commencer les traitements. Donc, avant bien évidemment, vous allez la voir avec s'il y a les symptômes qui suivent. Il y a des effets secondaires là de la chimiothérapie, dépendant d'une femme à l'autre, mais bon, on voulait immortaliser ce moment-là avant que la tournade débute. Et la façon dont tu le dis, c'est très touchant parce que tu as écrit, d'abord on pense très fort à tes sœurs, mais tu en as 2, c'est Jenny et Lisa, donc c'est laquelle des deux? Jenny et Lisa. Jenny, c'est la grande sœur, Lisa, c'est la petite sœur, donc c'est Lisa qui est atteinte du cancer en ce moment. Alors, je veux simplement dire à Lisa, on se connaît pas, on s'est jamais rencontrés, mais je vous souhaite plein de courage dans cette adversité et je veux lire le message que tu as écrit sur les médias sociaux parce que, comme toujours, tu as une belle plume, Ingrid, donc tu as trouvé une belle façon de le dire. Tu as dit, il y a de ces tempêtes qui ne s'annoncent pas. Celle-ci est entrée sans s'inviter. Avant que ça commence, avant que le vent souffle encore plus fort, avant l'ouragan, on sème de la joie, on se rallie et on se prépare. On le sait, évidemment, tous les moments plus que difficiles que toi, tu as vécu. Quand j'ai vu ça hier sur ta page Instagram, je me suis dit, Ingrid, elle fait avec ses sœurs un bouclier, comme ses sœurs, sûrement, à une autre époque, ont fait un bouclier pour elle. Oh, ça me touche ce que tu dis. Oui, effectivement. À travers mon histoire, mes sœurs ont eu leur histoire et elles ont été un bouclier, un roc d'une présence inouïe. Et on a toujours été très, très, très solides ensemble. C'est ma famille, c'est les gens que j'aime le plus sur la terre. Donc, on va toujours être là l'une pour l'autre, les unes pour les autres. Je pense à mes parents aussi à travers ça. Tu sais, c'est difficile pour des parents de voir leur atteints d'une maladie ou des enfants souffrir. Donc oui, on est une famille très tricotée serrée. Elles ont été là, puis moi je vais toujours être là.
Tu nous as mentionné que ta sœur Lisa, donc, elle a des jeunes enfants, 6 ans et 3 ans. C'est à peu près le pire cauchemar comme parent. Tu viens d'en parler, évidemment, du cauchemar pour tes parents, de savoir que leur fille ne va pas bien, mais comme parents aussi, annoncer à nos enfants tout petits maman est malade, c'est pas évident. Toi, comme tante Ingrid, ça doit te faire de la peine de savoir que tes neveux et nièces sont en train de traverser eux aussi toute une tempête. Ben oui, ça me chamboule, bien évidemment. Là, je pense que tu le sens en ce moment. Et c'est mon fils Émile, la première chose qu'il a demandé, c'est comment vont Henrik et Adam, comment ils vont à travers ça du haut de ses 7 ans. Lui-même, en tant que mon fils, lorsqu'il a appris pour sa tante, qui est ma sœur, tout de suite, il a pensé à Adam et Henrik. Donc, bien évidemment, on va être là pour eux aussi, pour traverser ce qui s'en vient. Parce que maman, il va falloir qu'elle pense à elle, puis qu'elle se priorise, puis qu'elle se mette en premier là pour accueillir et affronter ce qui s'en vient. Donc oui, c'est sûr que c'est difficile pour les enfants puis pour l'entourage, mais de notre côté, notre devoir, c'est d'être des piliers puis d'être des rocs. Ouais, on pleurera plus tard, tu sais. Là, il faut être solide. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que j'apprécie aussi de te parler, Ingrid, parce que tu vois, c'est étrange parce que hier on faisait une entrevue justement ici à Cube avec Geneviève Evrel parce que ça fait 1 an qu'elle avait eu son diagnostic et on parlait de l'importance justement de parler, de mettre des mots sur comment on se sent, de pas être gêné, de pas avoir peur, de pas se cacher, de dire les choses exactement comme on le sent et aussi de sensibiliser les gens. Et c'est là que je me reconnais dans toi parce que tu fais pas juste ça, tu sais, t'aurais pu garder ça pour toi, mais tu l'as mis sur les médias sociaux pour sensibiliser les gens au fait que justement c'est seulement à partir de 50 ans. En même temps, tu le sais, Ingrid, on fera pas un programme de mammographie à travers tout le Québec pour les femmes à partir de 25 ans ou à partir de 30 ans parce qu'on n'y arrivera pas. Donc, c'est pour ça que c'est seulement à partir de 50 ans. Mais c'est l'importance de l'auto-examen. C'est ça qui fait la différence. Oui, puis de pas avoir peur de le faire. Il faut le faire à la maison, puis il faut être sensibilisé également aux symptômes qui peuvent apparaître. Oui, tout à fait. Puis je pense à des outils aussi. J'ai fait une chronique à Salut Bonjour, un livre de Evelyne Morin-Hull qui s'appelle Les montagnes russes pour accompagner aussi les enfants et les proches qui ont quelqu'un dans leur entourage qui est atteint du cancer. C'est un livre-jeu formidable, fantastique. Donc, bien évidemment qu'on va l'offrir aux enfants pour pouvoir les accompagner. Puis, ils vont avoir, eux, des émotions à travers tout ça. Puis, c'est normal de les accueillir. Puis, ça se peut qu'ils soient fâchés des fois. Puis, ça se peut qu'il y ait de la peine des fois. Et d'autres fois, ça se peut qu'ils soient heureux puis qu'ils passent une super belle journée. C'est ça, le cancer aussi. C'est des montagnes russes d'émotions. On a tous vu cette publicité-là quand quelqu'un apprend qui a le cancer où tout le monde c'est comme un choc là, t'es comme propulsé vers l'arrière. C'est pas juste la personne qui a le diagnostic, c'est tout son entourage. C'est comme t'as vraiment l'impression que le sol se volatilise, se dérobe. Ouais, merci Ingrid. C'est avec Richard. Ouais. Mais c'est pour ça, mais c'est important aussi de prendre soin de l'entourage. Donc toi, quand tu l'as reçu, quand tu as su cette nouvelle-là pour ta sœur, c'est un choc. C'est un choc, puis c'est exactement ça, l'image. C'est comme si un train te rentre dedans, puis après ça, ma façon à moi, c'est d'être proactive, de prendre le téléphone, d'appeler, de poser des questions, de voir si j'ai pas un contact pour que ça aille plus vite, parce qu'on sait à quel point que ça peut être long aussi avant la prise en charge. Donc, d'être dans l'action, pour moi, c'était ma façon de le vivre. Puis en même temps, tu sais, chacun notre façon, puis on n'a pas le choix. Une fois que ça arrive, oui, c'est un train, mais après ça, c'est qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu choisis de baisser les bras, puis ou tu choisis de foncer? Puis bon, c'est ça qui s'en vient, on l'accepte, puis on fait confiance aussi à la médecine, puis au pouvoir du mental. Ça, c'est très, très, très important également. Là, on sait que, tu sais, les traumas intergénérationnels, c'est de plus en plus prouvé scientifiquement que ça existe. Tu sais, il y a différentes façons
façon aussi de guérir puis de voir la vie, tu sais. Donc il y a la médecine, mais je pense qu'il y a le pouvoir de la pensée aussi puis l'entourage qui est hyper important là. Oui. Mais oui, c'est sûr que ça nous touche puis ça nous renverse puis ça nous bouleverse, mais après ça c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Absolument. Alors, avis à toutes les femmes, hein, l'auto-examen, faites, et des fois, ça arrive qu'on repère, mettons, on fait son auto-examen des seins. Je dis ça parce que j'ai ma collègue Cybèle qui a seulement 27 ans aujourd'hui. Donc, un petit conseil de quelqu'un d'un petit peu plus âgé, c'est que, donc, on fait l'auto-examen des seins, puis des fois, il y en a des nodules, on sent des formes, mais on se fait une note mentale en disant, OK, du côté gauche, du côté droit, j'en ai une petite. Donc, après, on le fait, mettons, le mois d'après, ben là, tu te rappelles, tiens, coudonc, celui que j'avais à droite, il est rendu un petit peu plus gros. Donc, il faut être conscient parce que notre sein est formé de plein de petites bosses ou de petits creux. Donc, il faut, je m'excuse de dire ça clairement, mais il faut connaître ses seins. Ben, La géographie de ses seins. Oui, c'est super important pour voir les changements et pour voir l'évolution. Donc, un conseil à tout le monde. Tâtez-vous les seins. Ingrid, est-ce que je peux, j'allais pas dire profiter, mais est-ce que je peux utiliser le fait que tu es là pour parler quand même, toi aussi, des beaux rôles que la vie t'a donnés au cours des derniers mois? Alors, évidemment, dans Indéfendable, mais là, dans la série Mea Culpa, parle-moi un petit peu de ce rôle-là dans la série qui est à Radio-Canada Télé. Ben, en fait, c'est mon amie Chantal Cadieux qui est l'autrice de la série Mea Culpa. C'est elle qui a écrit Elles étaient 5, une autre histoire, Providence, Mémoire vive. Bref, cette nouvelle série qui met en scène 5 personnages principaux et avec Mélissa Desormeaux-Poulain. Puis elle m'a offert le rôle de Solange, qui est un, c'est pas un gros rôle. Je fais quelques apparitions dans 3 épisodes, mais c'est un rôle qui était, ben, pour moi, c'est un cadeau, en fait, de retourner au jeu après Indéfendable, de renouer avec ce métier-là. Ça me fait immensément plaisir. Solange, en fait, qui est la femme d'un... on parle de justice réparatrice, oui. Qui est la nouvelle blonde d'un homme qui est en justice réparatrice parce que il a fait des attouchements envers la fille, mais envers une amie de sa propre fille, donc sont en justice réparatrice et elle a un rôle à jouer à travers tout ça. Voilà, brièvement. Voilà, mais c'est important de parler parce que t'es pas juste une sœur de, mais t'es aussi une comédienne fabuleuse et super appréciée. Et on me souligne ou me chuchote à l'oreille que t'es en train d'écrire un livre qui va sortir en octobre aux éditions Libre Expression. Ce sera pas évidemment ton premier livre. On se souvient du Monstre et d'autres livres que tu as fait après. Est-ce que tu peux nous dire un scoop pour nous aujourd'hui? De quoi parle ce livre-là? Non, je peux pas vous dire de scoop parce que je le garde vraiment pour moi. Oui, je parle pas du sujet, mais 10 ans après Le Monstre, je peux vous dire que c'est un tout autre sujet, mais un sujet coup de poing aussi qui est basé sur une histoire vécue qui a pas été vécue par moi, mais quelqu'un de mon entourage. Et c'est tout ce que je dis pour l'instant. Vous allez en connaître plus lorsqu'il va sortir. Ça a été chamboulant, bouleversant écrire ce livre-là. Donc c'est un livre coup de poing qui va sortir en octobre prochain. Juste un indice, est-ce que tu l'as écrit à 2 mains ou à 4 mains? Je l'ai écrit seule. Tu l'as écrit seul? OK. Ben, j'ai très hâte de lire ça parce que les livres coup de poing, c'est grâce à ça qu'on fait justement changer la société, sensibiliser les gens à toutes sortes de réalités, comme tu l'as fait il y a 10 ans avec Le Monstre et comme tu le fais en ce moment aussi en nous parlant de l'importance de l'auto-examen des seins. Ou si ça vous tente pas de faire l'auto-examen, allez voir quand vous faites votre examen, votre rencontre annuelle avec le médecin, juste lui demander de tâter vos seins pour voir si vous êtes correct. Et on souhaite énormément de courage à ta sœur Lisa et c'est un magnifique tatouage de solidarité entre sœurs. C'est très beau. Merci d'avoir partagé ça avec nous. C'est très touchant. Je t'embrasse. Merci. Je t'embrasse aussi. Merci. Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
parlais avec mon invité qui a fait un film et il me disait, des fois, il y a des gens qui font des entrevues, si belle, peux-tu croire? Des gens qui font des entrevues avec quelqu'un, comme mon invité, qui a fait un film et les gens n'ont pas vu le film. Fait que les journalistes posent des questions des fois. C'est incroyable quand J'ai même. entendu ça pour les livres. Ouais. Ou les je peux comprendre parfois, mais les films, ça m'étonne quand même. Ben non, tu sais, ça prend 1h30, puis bon, ta job est faite. Oui. Serge Giguère, bonjour. Bonjour, madame. Je l'ai vu, votre film, Bon. Maurice. Ah, Je l'ai vu, c'est un film sur Maurice Richard. oui. Et la raison pour laquelle le film s'appelle Maurice, tout simplement, c'est qu'au Québec, il y a des prénoms comme ça. Clémence n'a pas besoin de nom de famille. Voilà. Céline n'a pas besoin de nom de famille. Et Maurice n'a pas besoin de nom de famille. Oui, c'est ça. C'est un familier. Les gens le rencontrent, puis il y en a beaucoup qui l'appellent Maurice. Tu sais, ah, Maurice! Moi, j'ai ça dans le film. Même, il y a une des premières séquences, il y a un jeune qui le voit sortir, puis il est en train de signer des autographes, puis il l'appelle Maurice. Il l'appelle Voilà. Maurice. Alors, je trouve ça très touchant que vous parliez de Maurice Richard, qui est mort quand même il y a quelques années, mais que vous parliez de lui au présent. Parce que, en effet, dans votre film, on a l'impression qu'il est encore vivant et qu'il est encore parmi Oui. nous. Oui. Donc, il faut raconter l'histoire de ce film. C'est que pendant des années, Oui. votre ami réalisateur, Robert Tremblay, Oui. et vous, Oui, vous oui. avez filmé Maurice Richard, mais pas le Maurice Richard public. Non. Le Maurice Richard privé, qui rencontrait des enfants, qui rencontrait des jeunes, qui rencontrait du vrai monde. Et vous avez accumulé des dizaines et des dizaines d'heures de tournage. Oui, des 20 quelques heures de matériel. Oui. Et puis, ça n'a jamais été montré, ce non, matériel-là. ça n'a pas été montré. Parce que la prochaine question, c'est ça. Pourquoi, en 40 ans, ça n'a pas été... J'aime bien, il fait les questions puis il fait les réponses. Bravo, Monsieur Pourquoi Giguère. ça n'a pas été montré? Pourquoi ça n'a pas été montré pendant C'est toutes que ces années-là? mon chum, il a commencé ce film-là, comme on disait dans le temps, là, sur le bras. Ouais. Hein, tu sais, on faisait ça avec des bouts de chandelle. Il y avait une petite bourse du Conseil des arts de l'aide du Québec. À un moment donné, mais ça fait déjà 15 ans qu'il avait commencé le film, là. Et puis, il y a eu une autre petite bourse. Bon. Et puis, il était très lent. Et puis, moi, j'étais le caméraman. J'ai tourné tous les films de sa vie. On était sur leur documentaire dès le début, là, ensemble. On a commencé à l'université en 70, puis dès ce moment-là, on a commencé à faire des films. Puis en 80, là, il a décidé. L'histoire dit que je ne l'ai pas eu de lui, de sa bouche directement, mais il aurait rencontré Maurice par un de ses entraîneurs, qui est un Canadien-Français qui s'appelait Paul Suard, qui faisait, comme vous, de la radio. Ça s'appelait La Parade sportive. Ouais. Et puis là, tranquillement, il est rentré dans l'univers de Maurice, et puis il a choisi de créer des situations. Je parle de mon chum, là, comme Oui, réalisateur. Robert Tremblay. Ouais. Comme vous disiez tout à l'heure, il a fait rencontrer Maurice à des enfants d'école. Mais les enfants d'école, là, c'est mon chum, lui, il se tenait pas trop dans le milieu du cinéma. Il enseignait, il faisait de la suppléance dans une école d'enfants qui ont défavorisés, qu'on pourrait dire, là, à Saint-Henri. Et puis c'était ces jeunes-là, puis là, il a appelé Maurice, il dit, vous allez venir leur donner une leçon de hockey. Et puis là, on se ferme notre trappe, puis on laisse aller Maurice. Alors, on a travaillé tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'on crée des situations, et puis là, Et là, vous tenez la caméra, et Ouais. là, vous laissez la vie se dérouler. c'est ça. Et c'est très particulier parce que Maurice Richard avait cette réputation-là d'un homme de peu de mots. Oui. Hein, le strong, silent type. Et là, on découvre dans ce documentaire-là, parce qu'il est à l'aise avec vous, Oui. un homme volubile, un homme charmant, un homme qui a la parole facile. Il parle pas énormément, Non. mais il parle avec le cœur, il parle avec les jeunes, il leur donne des conseils. Oui, oui. On découvre un Maurice Richard comme on ne l'a jamais vu. Oui. Et, par exemple, dans une des séquences, je ne révélerai pas tout le film, là, il y a un jeune qui lui demande Maurice, c'est vous qui avez montré à Guy Lafleur à patiner? Maurice, il rit pas de ça. Il dit non.
il savait très bien patiner, mais il rit avec eux autres. Non, il y avait un sens de l'humour. Alors, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce de ce film, Maurice. Je tiens à dire d'abord, il va être présenté en fermeture des rendez-vous du cinéma québécois le 27 février. Mais soyez patients parce que le 7 mars, il va être disponible un petit peu partout au Québec. Évidemment, pas au Cinéplex, là. Il va falloir que vous alliez au Beaubien, que vous alliez au Clap à Québec. Mais dans le réseau des cinémas indépendants au Québec, on va voir ce film extrêmement important sur un des hommes les plus importants dans l'histoire populaire du Québec. Oui, bien, on parlait de ça tout à l'heure, de Céline Dion. Et puis mais c'était notre première grande vedette internationale. Absolument. Mais là, je ne sais pas si tu veux passer l'extrait, là, bon, mais... on va, avant l'extrait... Ben non, mais c'est parce que... Voulez-vous le lancer, l'extrait? Présentez-le. Ah! L'extrait, ça démontre un peu la démarche avec laquelle on a fait le film, c'est-à-dire que l'héritage que j'ai reçu de mon ami qui allait lever les pattes. Voilà. Voilà, on écoute ça. Maurice, c'est extraordinaire. Quand je suis arrivé dans la chambre, je me disais à moi-même, je peux pas croire que je suis à côté de mon idole. Pour lui, marquer un but, ça devenait en quelque sorte sa raison de vivre. J'ai pas joué pour l'argent. J'ai joué pour gagner des championnats et représenter surtout le Canadien français. Maurice Richard a fait des choses que personne n'avait jamais faites. C'est là. Alors moi, j'adore cette citation de Maurice Richard qui dit « Moi, je voulais représenter et défendre le Canadien français. » Pour les petits jeunes qui nous écoutent, qui savent pas, par exemple, Clarence Campbell, ils n'ont aucune idée qui c'était, savent pas l'émeute du Forum. Oui. Expliquez-nous avec vos yeux à vous, Serge, à quel point il a été important justement pour dire aux Canadiens français « Tenez-vous debout, la gang. » Oui, il y avait... un éditorialiste au journal Le Devoir. Il n'était pas au Journal de Montréal, André Laurando. Ouais. Et puis, non, mais je dis ça comme ça. André Laurando, il dit c'est assez surprenant de voir comment est-ce que le peuple c'est plutôt retranché dans le hockey. Il dit, mais tu sais, au lieu d'être dans la politique, tout ça, sont comme retranchés, tu sais, puis... Et c'est pas tout à fait les mots exacts, là, mais il dit c'est un peuple frustré qui a toujours été un peu... méprisé, tout ça. Et puis le mépris ce soir-là, c'était qui? C'était un anglophone, Campbell. Mais André Melançon, pas André Melançon. Benoît Melançon qui a écrit un livre, il fait des nuances là-dedans. Il dit, par exemple, le soir de l'émeute, il n'y avait pas juste des Canadiens français. Il y avait des Irlandais. Le 17 mars, c'est la fête des Irlandais. Mm-hmm. Fait qu'il y avait d'autres mondes dans la rue. Le peuple, même Maurice, pendant le temps qu'il était arrêté dans ces jours-là, il était là à la radio. Il a été suspendu par le directeur de la Ligue parce qu'il s'était mal comporté avec l'arbitre. Bon. Mal comporté avec l'arbitre, mais c'est un joueur de Boston qui l'avait frappé d'abord. Qui l'avait frappé. Et puis il l'a pas pris, c'est tout. Et puis là, il a été suspendu. En tout cas, il y a eu comme une injustice là, à ce moment-là. Et puis, voilà. Oui. Alors, Cybèle, il y a des gens qui nous écoutent et qui avaient des questions à poser à Serge Giguère sur le film. Quelqu'un en particulier qui dit, en fait, c'est pas tant sur le film, mais sur la vision qu'il aurait pu avoir du hockey d'aujourd'hui. Qu'aurait pensé Maurice du hockey d'aujourd'hui, justement, avec les batailles comme on a vu récemment, le manque de recrues québécoises dans les équipes, et bien sûr, j'ai hâte de voir ce film. Il y a une séquence dans le film où est-ce que, j'ai pas gardé ça dans le film, là, mais il rencontre Oscar Tifo, qui était le chanteur qui a chanté c'est Maurice Richard, c'est populaire, c'est Maurice Richard, qui score tout le temps. Puis il lui dit à Oscar, il dit, moi je regrette, on a des bons joueurs ici. On est en 83, vous allez dire. On n'est pas dans la même lignée qu'aujourd'hui et tout ça. Là. Aujourd'hui, mais il disait ça, pour lui, on aurait dû avoir plus de joueurs encore de Québécois. Il y a des statistiques qui disent, il y a quelqu'un qui pourra peut-être me dire le contraire, mais que quand ils ont gagné la Coupe Stanley, là, il y avait beaucoup plus de joueurs canadiens-français dans l'équipe du Canadien.
Oui, ben Brandon Kelly du journal La Gazette a fait tout un livre là-dessus et un documentaire là-dessus. Et ça a beaucoup fait jaser. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que vous utilisez donc toutes ces images-là d'archives. Il y a des entrevues avec Boum Boum Geoffrion. Bon, il y a des entrevues avec des gens comme ça. Il y en a une entrevue aussi que j'aime beaucoup. Moi, c'est avec Paul Aquin, qui était un jésuite, là. Qui était, pour les plus vieux, c'était le bon Dieu en taxi. Mais c'était l'aumônier aussi du Canadien en même temps. Et puis, c'était un chum de Maurice, adolescent. À un moment donné, Paul Aquin, il est au 50e anniversaire de Maurice, puis Maurice lui prend la bédaine comme ça. Toi, là, t'aurais dû faire un joueur de hockey. Fait que là, Paul, il dit, chacun sa ligne. Maurice, chacun sa ligne. Puis les deux, Lucille Richard et Maurice, sont en pleurs. Ils sont en pleurs parce que c'est leur 50e de mariage et c'est Paul Aquin qui a procédé, qui a officié au mariage et qui a baptisé chacun de leurs enfants. Les enfants, puis il est au funérailles. Oui, puis il y a un autre moment où on voit Maurice Richard pleurer, mais sangloté, c'est aux funérailles de sa femme, Lucille, qui a été sa meilleure alliée. Donc, c'est un film où on découvre vraiment l'immense sensibilité de Maurice, son ouverture aux jeunes. Donc, vous, quand vous avez, quand votre ami, donc, Monsieur Tremblay, est décédé, et que là, vous avez dit, ben, moi, je vais le compléter. Le film que tu n'as pas pu, toi, compléter, moi, je vais le compléter. Quand vous êtes assis, puis vous avez regardé toutes ces heures de tournage-là, c'est quoi les images qui vous ont le plus touché? Ben, je vais dire deux choses. Dans un premier temps, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce qu'on parle de... Ça a pris du temps, là. Bon, mon chum est mort en 2018, là, au début de 2018, mais là, il y a eu la pandémie, là. Mais là, c'était encore en 16 mm. Et puis là, il fallait transférer ça en numérique. On lui avait dit même de son vivant, mon chum, « Hey, Robert, tu finiras pas ton film en 16 mm. Si ça n'existe plus, il va falloir que ça... » Puis non, il restait dans les années 70 avec sa vieille table de montage analogique, puis il écoutait le baseball. Mais vous répondez pas à ma question. C'est quoi les images les plus touchantes qu'il y avait parmi les 25 heures de tournage? Il y en a quelques-unes que j'aime beaucoup. Moi, c'est la rencontre avec Oscar Tifo. Ah, c'est beau. Oui. Puis ensuite de ça, il y a eu la rencontre avec Aurel Jolia, qui était l'idole de Maurice. Là, quand lui, il faisait des stepettes sur la patinoire. Pour déstabiliser les adversaires, les gars de l'équipe adverse. Il faisait comme des tournis. Il sautait. Puis là, il y a comme 90 ans, il fait des tournis dans les airs. Vous avez des personnages dans ce film-là qui sont incroyables. Et à un moment donné, il y a Lucille, la femme de Maurice, qui raconte la fois où ils sont allés rencontrer Félix Leclerc. Elle est fâchée contre Félix. Elle dit, il nous a même pas joué une toune. Ah non, il voulait même pas. Mais c'est trop drôle. C'est comme les coulisses. Elle a dit, Maurice, il nous a donné un disque, hein? C'est Bozo, je pense, hein? Ouais, Bozo. Ouais, Maurice, je sais pas si les enfants ont encore des pick-up pour jouer. Mais tu sais, c'est un langage populaire. Oui. Tu sais, c'est eux autres. Puis ils sont pas là en train de faire une entrevue, là. C'est comme ça. C'est Maurice au naturel. Au naturel. Mais et la générosité de Maurice, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient le voir pour lui demander une dédicace, lui demander un autographe, il est d'une patience exemplaire. Oui. Et il y a le personnage de Jean Roy, qui était l'agent de Maurice, qui était toujours à ses côtés, qui lui aussi est tout un personnage. Mais Jean Roy, puis Jean Roy, parlant de Maurice, il disait souvent, Maurice, plus ça va, là, plus il trouve ça dur, puis il est impatient, là. Mais moi, j'ai l'impression, parce que je l'ai rencontré à quelques reprises, Maurice Richard, et j'ai l'impression qu'à la fin, il était tanné. Tous les gens autour de lui étaient comme, oh mon Dieu, c'est Maurice Richard, c'est un mythe. Puis lui était comme, je suis juste un monsieur comme les autres. Ah oui, il était tanné du mythe qu'on avait créé autour de lui. Mon Est-ce que chum, je me trompe? Il demande, là, c'est pas dans le film, mais on n'a pas regardé ça, il en avait trop, là. Ouais. À un moment donné, mon chum, il demande, puis le Rocket, là, ça vous dit-tu de quoi? Ça m'a jamais rien dit. Ça me dit rien aujourd'hui. Puis là, il reprend son cigare. Cigare, je fume le cigare depuis l'âge de 18 ans. C'est ça. Et puis, mais là, je m'attends, par exemple, que le monde va venir voir le film des gens plus âgés, là, qui vont
ils vont avoir les meilleures histoires que j'ai peut-être à raconter comme anecdote, parce que c'est ça qui arrive dans un film. J'en ai d'autres que je pourrais te raconter de ça. Par rapport à un autre film, tu sais, par rapport à Félix Leclerc. Mais vous auriez assez pour faire un deuxième film. Mais vous dites qu'il y a beaucoup de gens plus âgés qui vont voir le film. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup de jeunes. Oui. Parce que c'est touchant. À un moment donné, vous allez dans une école, puis il y a plein de petits joueurs de hockey et de joueuses de hockey. Puis tout le monde connaît Maurice. Puis il y a la fille, Poliquin ou Poulain. La fille de la joueuse de hockey, là, féminin. Mais tu imagines Maurice s'il avait vu ça. Oui, puis ce que j'ai aimé, justement, vous parlez de Marie-Philippe Poulain, tout ça. Cette séquence-là, moi, je m'en vais en tournage à Verdun, parce que Maurice, avant d'aller jouer au Forum avec le Canadien, il a joué à Verdun. Et puis là, j'ai dit, là, on a commencé le film là, nous autres. On va aller finir ça là. Les filles, ils vont jouer dans une semaine là, au Centre Bell, puis ça va être plein, là. Et puis, j'arrive là, et puis, j'aime ça dans le documentaire. Là, il y a une femme qui est comme une journaliste, là, qui fait un podcast sur le hockey. Oui, hockey au féminin. Puis, par hasard, elle est là. Puis moi, je l'avais suivie pendant que je faisais mes recherches, là. Puis elle dit... j'ai dit à mon assistant, venons la chercher. Mais là, elle a dit exactement la vérité. Elle dit, dans le temps, là, les gars, ils travaillaient le jour, puis ils jouaient le soir pour les Canadiens. Ils ont commencé comme ça. Les filles, ils ont commencé, ils travaillaient le jour à d'autres choses. Puis là, ils jouent, puis ils vont jouer professionnel. Donc, c'est un excellent parallèle, mais ça, c'est la beauté d'un documentaire. Des fois, la vie nous envoie des cadeaux, exactement. Puis, à propos de Maurice, il faut quand même rappeler la fois où il a fait un déménagement pendant la journée, puis ça, vous le racontez très bien dans ce film. Vraiment, des images, on n'a jamais vu Maurice comme ça, touchant. C'est vraiment le Maurice derrière le Rocket. Et bravo, un film absolument magnifique. Serge, je suis sûr que votre ami Robert aurait été fier de ce que vous avez fait pour compléter le film. Je sais pas, parce que des fois, là, tu sais, à un moment donné, moi, j'ai gardé que Maurice, il y a une femme qui vient l'embrasser. Oui, c'est cute! Elle l'embrasse sur la bouche, la femme d'Oscar Thibault. Et là, puis Maurice, il dit, hey, tu vas pas mettre ça dans le film, toi, là? Oui, puis vous l'avez gardé, mon petit blimeux. Mais c'est excellent. Le film s'appelle Maurice, un magnifique hommage à Maurice Richard. Merci, Serge Giguère. C'est moi qui vous remercie. Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. On se plaint souvent, toi et moi, Rémi Villemure, que il y a pas beaucoup de place pour la culture des livres sur nos ondes publiques. Et quand je dis les ondes publiques, ça inclut autant Télé-Québec que Radio-Canada. Donc, on était très contents de savoir que Mariana Mazza allait faire un magazine littéraire, que ça s'appellerait Livre ouvert. On a un petit peu déchanté quand on a su le ton sur lequel ça se faisait. Mais là, l'émission est disponible sur ici-tout.tv et c'est l'heure du verdict. Ben, t'as raison. Puis j'ajouterais juste une chose. Te rappelles-tu qu'on avait un petit peu anticipé ce qui allait arriver? Oui, en fait, un peu beaucoup. Puis ça nous avait été reproché parce que Mariana Mazza avait dit, franchement, donnez-moi la chance de m'illustrer. En fait, elle était allée à Tout le monde en parle en disant, ben là, laissez-moi au moins le temps de voir des épisodes. Vous critiquez l'émission avant même qu'on ait vu un seul épisode. Donc, OK, parfait. Fait que là, on a regardé... c'est ça. Puis là, bon, alors, moi, je te dirais une chose. On va avoir un extrait dans quelques instants. Là. Ce que j'avais anticipé, c'était parce que Mariana Mazza a une réputation d'être très crue, être un peu vulgaire aussi, mais c'est pas grave. C'est une humoriste. Dans le cadre de ses fonctions, moi, ça m'a toujours fait rire. Mais j'avais peur, moi, du transfert, là, de cette nature-là vers la littérature. Et là, juste te dire une chose, je ne suis pas nostalgique de Bernard Pivot, là, qui avait son émission de littérature en France. Là. C'est pas ça. C'est juste qu'il n'y en a aucune au Québec. Et je pense, parce que le résultat, c'est le suivant, c'est beaucoup de jokes de pipi, de caca, de poêle, pénis, vulve, bitch. Il y a ce vocabulaire-là qui revient souvent. Mm-hmm. Et ça me déplaît parce qu'il n'y a pas d'émission de littérature au Québec. S'il y en avait déjà une qui faisait son travail, un petit peu plus classique, un peu plus sobre, mise en scène plus léchée comme ça, je te dirais, ben garde, ça, à la musique,
posez-vous, mettez vos pieds sur les livres, parce qu'elle fait ça, tu sais, elle se pue les pieds sur des piles de livres. Tu sais, il y a toute une espèce de transgression qui, je trouve, n'a pas sa place dans un monde où il n'y a pas déjà l'espèce de cadre minimal qu'il faut. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la base solide, on peut déplorer que ce qui nous est offert soit frivole. S'il y avait de la place pour du solide et du frivole, on dirait, ben oui, c'est un équilibre, il faut tout pour faire un monde et tout ça. Mais c'est en effet la seule chose. Par contre, les gens de Radio-Canada te répondraient sûrement, puis j'adore faire l'avocat du diable, qu'à l'émission du dimanche, et c'est très vrai, à tout le monde en parle, de plus en plus, même le dimanche dernier ou dimanche d'avant, il y avait Marie-Cécile Labrèche qui parlait d'un livre, il y avait un autre invité qui parlait d'un livre, donc le boulot qui n'est plus fait par un magazine entièrement consacré aux livres est quand même récupéré d'une certaine façon par tout le monde en parle. OK, d'accord, oui, mais bon, toi puis moi, on le regarde, cette émission-là. Mais c'est pas un magazine littéraire. D'autant plus que ça arrive très régulièrement, là, qu'il y a des éditions du dimanche sans livre, sans auteur qui vient présenter un livre. Et il y a autre chose qui me dérange dans cette série-là, mais je pense quand même qu'on devrait mettre l'extrait, comme ça les gens vont savoir de quoi on parle. Donc c'est un extrait du magazine littéraire animé par Mariana Mazza sur ici tout.tv. Ça s'intitule « Livre ouvert » et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en effet, Mariana Mazza est un livre ouvert. Boucard, moi, je suis une passeuse de passion. OK, c'est quoi ta passion, alors? Je sais que t'es une grande lectrice. Grande lectrice, oui. Et j'aime passer ma passion de la lecture en m'adaptant à ta passion à toi. D'accord. J'aimerais t'offrir un livre qui m'est précieux. C'est vrai? Qui s'appelle « Le pénis illustré ». Tu vas tout comprendre sur le pénis. Ah! Je la voyais pas venir, celle-là. Et je te dirais... Je la voyais pas venir, celle-là. Eh bien, nous, on l'avait vu venir. Ben oui, on l'avait vu venir. Et encore une fois, je vais faire les mêmes mises en garde que j'avais faites quand j'avais écrit une chronique. J'adore Mariana Mazza, je la trouve drôle, je la trouve sympathique, je la trouve charmante. Elle a cette spontanéité, ce naturel. Elle est franc-jeu. La moitié, l'épisode que j'ai regardé, elle se promène en t-shirt bedaine, elle assume son corps. On l'aime comme ça, elle est entière et je pense que sa passion pour les livres est sincère. Par contre, est-ce que ça sert le monde du livre d'avoir un échange entre Boucard Diouf et Mariana Mazza où elle lui offre un livre sur le pénis? Tu fais comme elle dit le mot pénis en ondes. Ouais, puis bon, juste pour compléter l'histoire, elle reçoit un livre et le livre c'est Bitch. Donc on est vraiment ça s'appelle Bitch. Ouais. Donc c'est ça, le problème c'est le registre un petit peu là. Je demande pas un raffinement total, je demande pas un truc là vraiment là comme on dit très officiel et noble. Non, mais un petit peu plus quand même de respect pour la littérature. Un peu plus de finesse peut-être. Et je trouve que c'est pas un magazine littéraire. C'est-à-dire que oui, on parle de livres, là, je veux pas être de mauvaise foi, mais la littérature, comme souvent au Québec, est un décor. Oui, plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on parle de l'objet livre. Oui. Par exemple, elle va à un moment donné voir une parfumeuse en disant, ben moi, j'aime ça quand j'ouvre un livre. Quand j'achète un livre, la première chose que je fais, c'est que je le sens. J'aime l'odeur des livres. Est-ce que tu peux recréer comme parfumeuse l'odeur d'un livre? C'est drôle, mais c'est anecdotique. Vraiment, là. Tu sais, et moi, je veux juste raconter quelque chose très rapidement. Rémi, je sais que c'est ta chronique, mais à un moment donné, je suis rentrée dans une librairie à Montréal et le libraire me reconnaît, on se met à parler. Je lui demande un livre en disant, ben j'en ai entendu parler, ben j'ai écouté la grande librairie à la télévision française, puis il me dit, oh mon Dieu, moi aussi, je l'écoute chaque semaine, cette émission-là, à la grande librairie, et on se met tous les deux à parler comment ça se fait qu'il n'y a pas l'équivalent ici au Québec. Et là, il dit surtout que pendant la pandémie, il y a eu une résurgence. Les Québécois, pendant la pandémie, ont lu comme jamais et c'est resté. Donc, après la pandémie, ce désir de lire et de s'intéresser au monde du livre est resté. Mais ça veut dire qu'on est des milliers d'orphelins au Québec à pas avoir une émission qui nous parle de nous parce que nos auteurs québécois comme Éric Chacour et compagnie, ils s'en vont se faire voir en France dans une vraie émission littéraire. T'as totalement raison. On aurait dû commencer comme ça en rappelant aux gens que s'ils ne le savent pas que les gens lisent au Québec. On a les chiffres de la BANQ année après année sur les emprunts. Regarde le salon du livre. Mais les gens sont... Alors pourquoi... Il y a cet appétit-là. Pourquoi les diffuseurs publics ne nous donnent pas une vraie émission littéraire pour les gens qui aiment lire. Mais est-ce que c'est pas pour l'accessibilité qu'ils l'ont rendu comme ça? Est-ce que vous trouvez pas que c'est une façon de rendre ça un peu plus accessible à tous? Mais c'est ce qu'elle dit, Mariana. Un certain goût de c'est ça qu'elle dit, Mariana Mazza.
en se disant, ben là, moi, les gens qui aiment rire, puis tout ça, c'est qu'en fait, pour faire en sorte que ce soit plus élitiste, mais ça fait des années que c'est plus élitiste. Tu vas au Salon du Livre, c'est pas une élite. C'est monsieur et madame tout le monde qui va au Salon du Livre. Pourquoi ces mondes-là n'ont pas le droit? On a un complexe devant la littérature aussi, parce que là, c'est un magazine littéraire où chaque occasion est bonne pour basculer dans la conversation sur l'intime. À un moment donné, Boucard Diouf, il dit ça, c'est un livre qui me fait penser à ma mère. Ah oui, ta mère. Je pense souvent à ta mère. Puis là, on n'est plus dans les livres, là. Très rapidement, on n'est plus là. Tu sais, je lisais aussi, bon, ça, c'est une description d'un des épisodes avec Ludivine Reding. C'est pas moi qui invente ça, là. Je vais au texte. On découvre le côté quétaine de Ludivine Reding en explorant les livres qu'elle possède, en particulier les suggestions littéraires qu'elle trouve sur TikTok. Donc, on s'éloigne de la littérature. Toute occasion est bonne pour aller loin. Le côté quétaine, on fera surtout pas un truc. Human interest, comme disait Michel Chartrand. Alors, à un moment donné, elle fait une entrevue avec MC Gilles. En fait, l'idée, c'est qu'elle va chez les gens et elle est devant leur bibliothèque, puis les gens parlent des livres qu'ils aiment. Et là, elle dit à MC Gilles, toi, là, je vois quitter, là. Elle dit, toi, t'es quelqu'un qui lit beaucoup de choses, mais qui s'intéresse à certaines affaires spécifiques. Là, je me disais, attends 2 secondes, là, c'est quoi ça, cette phrase-là? Ça veut rien dire. Tu peux dire ça sur n'importe qui. T'es quelqu'un qui lit beaucoup de choses, mais qui s'intéresse à certaines affaires spécifiques, puis t'as MC Gilles qui est là, ah oui, hey, toi, tu m'as compris. C'est parce qu'elle vient de dire une généralité inintéressante. Qu'est-ce que ça m'apprend sur la littérature? Mais rien, ça? Mais c'est qu'on est comme embarrassé devant la littérature. C'est un sujet qui est trop sérieux. Donc, on refuse de l'aborder sérieusement. Hein, tautologique, là, un peu, mon affaire, mais je veux dire, on se dit, c'est un trop gros monstre, donc on va essayer d'être accessible. On va essayer d'aller dans le quétaine, on va essayer d'aller dans l'émotif. Il y a beaucoup de sexualité aussi. J'ai rien contre la sexualité. C'est juste... Non, c'est ça, exactement. Mais je veux dire, c'est un sujet qui est toujours un petit peu mou, doux, comique, rigolo. Donc, alors, pour résumer, si ce magazine qui a des forces existait en parallèle avec un vrai steak, là, pour qu'on ait vraiment là, des protéines, puis qu'on n'ait pas juste du gravy. En fait, ça, c'est le gravy. C'est la petite sauce brune. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de steak en dessous. On veut une émission, s'il vous plaît, Télé-Québec, Radio-Canada, une vraie émission qui ne soit pas élitiste, mais qui parle à notre intelligence, nous, les amoureux du livre. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Joyeux anniversaire, Cybèle Olivier. Je vais t'acheter un livre pour ton anniversaire. Merci, Hugo, et merci, Jean-Philippe. Cube.